Gou, de Nankin, riche de dons et de talents littéraires, vivait cependant dans un grand dénuement. Comme il ne pouvait se résoudre à quitter le giron de sa mère, car elle était d'un grand âge, il gagnait de quoi vivre grâce aux gratifications que lui rapportaient peintures et calligraphies, quotidiennement commandées par les uns ou les autres. Il allait sur les 25 ans sans avoir convolé en juste noces. En face de chez eux se trouvait une résidence depuis longtemps désertée, où s'étaient installées une vieille femme et sa fille, jeune encore. Comme elle vivait sans homme, il ne s'était pas aventuré à leur rendre une visite de courtoisie. Un jour qu'il rentrait chez sa mère, il aperçut la jeune fille qui sortait de chez lui. Dans les 18 ou 19 ans, belle et distinguée, elle était d'une prestance rare en ce monde, mais gardait une expression glaciale. Entré chez lui, Gou interrogea sa mère, qui lui répondit. « C'est la jeune dame d'en face venue m'emprunter règle et ciseaux. Elle me disait justement qu'elle aussi vivait seule avec sa mère. Elle n'a pas l'air d'une fille de famille pauvre. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas encore fiancée, elle a prétexté le grand âge de sa mère. Comme je dois lui rendre visite demain, j'en profiterai pour sonder ses intentions. Si ses espérances ne sont pas excessives, tu pourrais te charger pour elle de sa mère. » Le lendemain, la mère de Gou pénétrait dans la chambre où se trouvait une vieille dame sourde, et remarquait que leur provision de grains ne leur aurait pas même suffi à tenir jusqu'à la nuit suivante. Comme elle lui demandait de quoi elle vivait, la vieille lui répondit qu'elle dépendait des 10 doigts de sa fille. La mère de Gou en vint à tâter le terrain sur son projet de manger ensemble. La vieille dame semblait accueillir l'idée favorablement et se tourna vers sa fille dans l'espoir d'en discuter plus avant, mais celle-ci observait un silence lourd de désapprobation. De retour, la mère fit part de ses doutes à son fils, après lui avoir exposé la situation dans tous ses détails. « Serait-ce que la jeune fille nous trouve trop pauvres? Belle comme la fleur de pêcher ou de prunier, mais froide comme le givre ou la neige, elle ne dit mot ni ne sourit. Une personne singulière. » Après avoir échangé maintes conjectures entrecoupées de soupirs, mère et fils en restèrent là. Un jour, qu'il était assis à sa table de travail, un jeune et beau garçon, l'air plutôt volage, vint lui commander une peinture. Comme Gou lui demandait d'où il était, le garçon répondit « Du village voisin ». On le revit dès lors tous les 2 ou 3 jours. Après avoir ainsi fait plus ample connaissance, les 2 garçons en arrivèrent à des badineries plus osées. Quand le jeune homme le prit dans ses bras, Gou ne se défendit guère contre de plus indécentes avances. Il s'ensuivit une liaison entraînant des allées et venues qu'il gardait secrètes. Lorsque la jeune fille vint à passer, le garçon la suivit des yeux et demanda qui c'était. « Une voisine, » répondit Gou. « Pourquoi se donner cet air à faire peur quand on est si belle ?» grommela le garçon. Peu après, Gou alla voir sa mère qui lui expliqua. « La jeune fille vient de passer demander du riz en m'avouant qu'elle n'avait pas allumé le feu de toute la journée. Cette fille est d'une parfaite piété filiale. Leur extrême dénuement mérite compassion. Il faut les aider un peu. » Le fils obéit et, se chargeant l'épaule d'un boisseau de riz, frappa chez la voisine et tendit le sac de la part de sa mère. La fille le prit sans même dire merci. Mais quand elle passait chez eux et voyait la mère de Gou occupée à confectionner des vêtements ou des chaussons, elle lui enfilait les aiguilles ou les lui cousait. Entrant et sortant, vaquant aux tâches ménagères, tout comme l'aurait fait une bru. Ce qui forçait plus encore l'estime que le jeune homme ne pouvait se défendre de lui porter. Chaque fois qu'on lui offrait de la nourriture en gratification, il ne manquait jamais de la partager avec la mère de cette étrange fille, qui ne desserrait pas les dents. Il arriva que la mère de Gou fut affligée d'un anthrax qui s'était développé dans la partie la plus intime du corps. Il la faisait souffrir à lui arracher des gémissements du soir au matin. La jeune voisine venait assidûment auprès de sa couche l'examiner, lui laver la plaie et y étendre des baumes. Cela 2 ou 3 fois par jour. La mère était terriblement embarrassée, mais la jeune fille assurait ses soins répugnants sans manifester le moindre dégoût. « Hélas !» lui répétait la patiente.
Que ne puis-je obtenir une bru telle que toi pour me soigner jusqu'à mes derniers jours? Elle achevait dans les sanglots. Votre fils est d'une grande piété filiale, répliquait-elle pour la consoler. Ce qui vaut 1000 fois mieux que l'orpheline que je suis pour ma pauvre mère qui est veuve. Le service que vous me rendez en allant et venant au chevet de mon lit, mon fils en serait-il capable, si filial soit-il? Et puis, moi qui suis au crépuscule de la vie et peux à tout moment me retrouver au fond d'un tumulus exposé à la brume et à la rosée, je me fais surtout de graves soucis pour la continuité du culte à l'autel des ancêtres. Comme le jeune homme entrait au milieu de la conversation, sa mère lui dit en larmes. Je dois tant à mademoiselle. N'oublie jamais ce que méritent ses bontés. Le jeune homme s'inclina jusqu'à terre. Vous avez prodigué tant d'attention à ma mère sans que je vous en remercie. Pourquoi s'embarrasser de ses politesses? Lui opposa la jeune fille. La réplique inspirait à Gu une attirance respectueuse plus forte que jamais. Mais il lui paraissait vain d'entreprendre quoi que ce fût devant cette attitude pleine de raideur, dont elle ne se départait jamais. Un jour qu'elle sortait et qu'il la suivait des yeux, elle se retourna et lui sourit soudainement de façon si charmante que le jeune homme, submergé d'une joie inattendue, se précipita chez elle. Elle n'opposait aucune résistance à ses avances, si bien qu'ils en furent bientôt à se donner un mutuel plaisir. Ceci fait, elle le mit en garde. Une fois, c'est bon, mais pas deux. Le jeune homme s'en retourna sans répondre. Quand il lui proposa un nouveau rendez-vous le lendemain, elle prit un air sévère et partit sans même le regarder. Elle revenait tous les jours, et ils se rencontraient souvent, mais elle ne lui laissait jamais la possibilité d'engager une quelconque conversation intime. Si elle se risquait à quelque anodine plaisanterie, elle le cinglait d'une réponse glaciale. Profitant d'un moment où ils étaient seuls, elle lui posa la question à brûle-pourpoint. « Qui est ce jeune garçon qui passe chez toi tous les jours ?» Gu le lui dit. Elle ajouta. « Il se conduit trop souvent d'une façon insolente à mon endroit. J'ai bien voulu l'ignorer, par égard pour votre liaison avec cet individu. Veuillez lui faire parvenir le message qu'il aurait intérêt à ne plus recommencer s'il tient à la vie. » Le soir venu, Gu rapporta ces paroles au garçon en ajoutant. « Tu ferais bien de te méfier, ce n'est pas une personne à qui se frotter. » « Et pourquoi t'y es-tu frotté, toi ?» Gu lui assura qu'il n'en était rien. Il rétorqua. « S'il n'en est vraiment rien, comment se fait-il que les insinuations précises que je lui ai tenues soient parvenues à tes oreilles ?» Gu ne sut que répondre. « Permets-moi de te charger à mon tour d'un message, » reprit le garçon. « Qu'elle mette un terme à ses manières de fausse ingénue, si elle ne veut pas que je répande partout mes insinuations. » Comme la colère empourprait le visage de Gu, fort contrarié, le garçon déguerpit sans insister. Un soir que Gu était assis seul, la jeune fille survint et lui dit en souriant. « Le lien qui nous unit n'est pas encore rompu. Ne serait-ce point destin voulu par le ciel ?» Fou de joie, il la serra contre sa poitrine. Soudain se fit entendre un crissement de chaussures. Ils se dressèrent en sursaut. C'était le garçon qui poussait l'éventail et entrait. « Que viens-tu faire ici ?» lui demanda Gu, surpris. « Je ne viens que pour contempler cette chaste et pure créature, » ironisa-t-il. Puis, se tournant vers la fille, « On ne blâmera plus personne désormais, n'est-ce pas ?» Les sourcils dressés et les joues empourprées, la jeune fille gardait le silence. Elle releva brusquement sa veste, dégagea une sacoche de cuir et en sortit, dépassant de sa main, un poignard d'un peu plus d'1 pied, étincelant comme le cristal. À sa vue, le garçon prit peur et s'enfuit. Elle le poursuivit dehors, mais elle eut beau scruter les 4 directions, il avait disparu. Elle jeta le poignard en l'air. Il y eut un craquement et un brusque scintillement, comme un arc-en-ciel distendu.
L'instant d'après se produisait un bruit de chute. Le jeune homme s'empressa de prendre une chandelle pour éclairer l'endroit. C'était un renard blanc, mort. Gu était pétrifié. La jeune fille lui expliqua. C'était ton mignon. J'étais décidée à me montrer indulgente, mais que faire lorsque l'on s'obstine à vouloir perdre la vie? Elle rangea la lame dans la sacoche. Comme le jeune homme cherchait à l'entraîner dans la chambre, elle s'excusa. La créature perverse m'en a fait perdre toute envie. La nuit prochaine, je t'en prie. Elle sortit et s'en fut d'une traite. Elle revint comme promis le soir suivant. Leur entente fut complète. Comme il l'interrogeait sur son art dans le maniement des armes, elle lui répondit. Ce sont choses que tu ignores et qu'il faut tenir secrètes. Les ébruités ne sauraient que te porter malheur, je le crains. Puis, comme il lui parlait de mariage, elle lui fit observer. Partager la même couche, puiser de l'eau, de qui serait-ce la part, sinon de l'épouse? À quoi bon parler de mariage, alors que nous nous adonnons déjà aux tâches qui reviennent au conjoint? Est-ce notre pauvreté qui te repousse? Pauvre tu l'es, certes, mais suis-je riche? C'est justement en compassion de ton dénuement que je t'ai rejoint cette nuit. Avant de le quitter, elle lui recommanda. Ce genre de conduite ne saurait se répéter. S'il le faut, je reviendrai. Sinon, inutile d'insister. Par la suite, lorsqu'ils se revoyaient, elle s'éloignait dès qu'il cherchait à l'amener à quelque intimité. Mais cuisine ou raccommodage, elle ne rechignait à s'acquitter d'aucune de ces tâches que l'on attend d'une épouse. Quelques mois plus tard, la mère de la jeune fille décédait. Gu s'efforça de lui assurer des funérailles décentes. La jeune voisine habitait désormais seule, ce qui lui donnait à penser qu'il pourrait en profiter. Il sauta le mur pour entrer et l'appela devant la fenêtre à maintes reprises sans obtenir de réponse. Il regarda du côté de la porte. La pièce vide était fermée de l'extérieur. La soupçonnant d'avoir d'autres rendez-vous, il revint dans la nuit et, trouvant la situation inchangée, laissa une breloque de jade sur le rebord de la fenêtre avant de repartir. Le lendemain, il se rencontrait chez la mère de Gu. Dès qu'il fut sorti, elle lui courut après pour lui déclarer. « Tu doutes de moi? À chacun son secret à garder au fond du cœur et à ne dévoiler à quiconque. J'aurais aimé dissiper tes soupçons dès maintenant, mais je ne le peux. Il y a toutefois un problème urgent dont je voudrais t'entretenir. » Comme il lui demandait de quoi il s'agissait, elle lui répondit. « Je suis enceinte de 8 mois déjà et pourrais accoucher d'un moment à l'autre. Je le crains. Cet enfant, je peux te le donner, mais non pas le nourrir et l'élever tant que mon sort ne sera pas clarifié. Fais-en part sous le sceau du secret à ta mère, pour qu'elle cherche une nourrice en prétextant qu'elle t'aurait procuré un fils adoptif. Ne me mettez pas en cause. » Gu acquiesça et l'annonça à sa mère qui se mit à rire. « Étrange fille, quand il s'agit de mariage, elle rejette mon fils, mais l'accepte en liaison secrète. » C'est avec joie qu'elle suivit le plan proposé par la fille enceinte. Elle attendait. 1 mois s'était écoulé. Plusieurs jours se succédèrent sans que la jeune femme se fût présentée. Soupçonnant ce qui avait dû se passer, la mère alla voir à sa porte. Tout était fermé et silencieux. Elle frappa longuement avant que la fille, les cheveux ébouriffés et le visage pâle, sortit de la chambre pour ouvrir et la faire entrer. Elle referma aussitôt. Un bruit de vagissement venant du lit emplissait la pièce. « Quand est-il né ?» demanda la mère de Gu, tout de même surprise. « Il y a 3 jours. » Elle souleva les langes et put constater que c'était un garçon aux joues pleines et au front large. La grand-mère était ravie.
Tu m'as donné un petit-fils, mais que vas-tu devenir toute seule? Je n'ose vous dévoiler les secrets intimes de votre humble et dévouée servante. Attendez la nuit, quand il n'y aura plus personne, pour emporter le bébé. » La mère rentra prévenir son fils. Tous deux gardèrent le secret de cette étrange situation. Ils allèrent chercher l'enfant dans la nuit. Plusieurs années s'étaient écoulées, quand, soudain, à minuit, on frappa à la porte. La jeune femme entra. Tenant à la main un sac de cuir, elle annonça, souriante: « La grande affaire de ma vie est réglée. Permettez-moi de prendre définitivement congé. » Comme Gu, désireux d'en savoir la raison, la pressait de questions, elle répondit: « Les bontés de ma mère adoptive n'ont pas quitté un instant mes pensées reconnaissantes. Si je t'ai dit qu'une fois qu'on venait, mais pas deux, c'est qu'il n'était pas dans mon intention de rendre au lit ce que je vous devais pour tout ce que vous aviez fait pour nous. Comme tu étais trop pauvre pour te marier, je voulais seulement t'offrir le fils qui aurait maintenu votre lignée. J'espérais y parvenir du premier coup. Contre toute attente, le flux menstruel est revenu. Il m'a fallu rompre une seconde fois mon vœu d'abstinence. Maintenant que ta vertu est récompensée et que ma volonté est faite, je pars sans regret. »« Qu'y a-t-il dans le sac ?» demanda Gu. « La tête de mon ennemi. » Il s'approcha et y aperçut barbe et cheveux confondus, trempés de sang. Mort de peur, il voulait en savoir plus. Elle s'expliqua. « Si je ne t'en avais rien dit, c'est que je craignais que ne s'ébruite une entreprise exigeant le secret le plus rigoureux. Maintenant qu'elle est accomplie, il n'y a aucun inconvénient à la révéler. Je suis du Zhejiang. Mon père, qui occupait de hautes fonctions au ministère de la guerre, a été perdu par les calomnies d'un ennemi. Nos biens ont été confisqués. Je suis parti en soutenant ma vieille mère il y a 3 ans, et nous nous sommes cachés sous un nom d'emprunt. Je n'ai retardé la vengeance que parce que ma mère était en vie. À son décès, j'avais cette chair qui encombrait mon ventre. C'est pourquoi j'ai dû remettre mon entreprise un peu plus tard. La nuit où je me suis absenté, ce n'était que pour explorer le terrain. Sans m'être au préalable familiarisé avec le chemin et la résidence, je redoutais de prendre le risque d'une erreur. » Ceci dit, elle franchit la porte et formula ses dernières recommandations. « Prenez bien soin de ce fils que je vous ai donné. Il sera la gloire de votre maison, tandis que tu n'auras pas la chance de connaître une vie très longue. La nuit est avancée. Inutile d'effrayer ta vieille mère. Je m'en vais. » Accablé de tristesse, il allait lui demander où, quand elle s'évanouit en un clin d'œil, à la vitesse de l'éclair, pour ne plus réapparaître. Le jeune lettré restait cloué sur place, tel une souche. Il soupirait avec le désespoir de quelqu'un qui aurait perdu l'âme. Il raconta le lendemain à sa mère ce qui s'était passé, entre maints soupirs de stupéfaction qu'ils s'arrachaient l'un à l'autre devant ces événements si étranges. 3 ans plus tard, en effet, Gu décédait. Mais à 18 ans, son fils se voyait décerner le grade de docteur, le plus élevé des concours mandarinaux, sans pour autant négliger de pourvoir, jusqu'à ses derniers jours, aux soins que demandait sa grand-mère. Le chroniqueur de l'étrange, qui tient à épouser une fille redresseur de tort, ferait mieux de n'entretenir de mignon qu'après le mariage. Sinon, qui s'amourache du cochon risque de lui abandonner sa truie.